La diffusion, oui. Bonjour à tous. Bienvenue à cette quatrième partie du webinaire de BCF portant sur la COVID-19 et les défis des employeurs. Je me présente, je suis Mélanie Soriol, associée en droit du travail chez BCF. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à vous joindre à nous pour ces webinaires et nous nous en réjouissons. Nous avons bien hâte de pouvoir vous réinviter à nos bureaux pour d'autres formations lorsque ce sera permis. Nous avons aussi constaté qu'il y a eu plusieurs visionnements des 3 premières parties de nos webinaires sur notre site web. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'être avec nous lors de ces premières parties ou d'aller revoir ces webinaires, ils se retrouvent sur le site web de BCF dans la section sur la COVID-19. Cette quatrième partie sera également déposée sur notre site web dans les meilleurs délais. Sans difficulté, nous avons à nouveau identifié plusieurs problématiques auxquelles vous faites face et mes deux associés, Maître Nicolas Diario et Maître Geneviève Baudin, s'entretiendront avec vous pendant les 30 prochaines minutes afin de discuter de ces nouvelles problématiques. Rapidement, je vous les présente. Maître Diario et Maître Baudin ont tous les deux une très grande expertise et plusieurs années d'expérience à représenter des employeurs au niveau du droit du travail et de l'emploi. Ils enseignent tous les deux à l'école du barreau et forment donc ainsi les futurs avocats et avocates. Nous reprendrons le même format que par les semaines dernières. Nous vous invitons donc via la plateforme à indiquer vos questions. Je les lirai, nous tenterons de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent et nous avons également prévu une période à la fin de ce webinaire pour répondre à certaines questions qui nous auront été soumises. Une nouveauté, par contre, nous vous demandons d'indiquer votre adresse courriel dans le texte de la question. Ça nous permettra de pouvoir communiquer avec vous si vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Maître Baudin et Maître Diario. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, le confinement se continue, les contraintes s'accumulent. À chaque jour, il y a rarement une journée où le gouvernement ne fait pas l'annonce d'une contrainte additionnelle. Les défis pressants auxquels nous faisons face font non seulement s'accumuler, mais ils s'amplifient. Et ça requiert évidemment, dans un premier temps, comme vous le voyez à l'écran, une mise à jour des programmes gouvernementaux. Les gouvernements nous fournissent de l'information additionnelle. Nous, de notre côté, on fait nos recherches, nos validations, et on peut communiquer avec vous le résultat. Ensuite, importante mise à jour concernant les interventions policières, les infractions pénales, vos droits dans les circonstances. Ce sur quoi nous voulons vous informer. Ensuite, la santé et sécurité au travail, mais où se fait ce travail et dans quel contexte se fait ce travail, soulève des questions importantes, des problématiques et en particulier concernant les réclamations. Ensuite, le télétravail, vous savez, on a dit qu'on s'est tous mis au télétravail et dans un certain nombre de situations, ça a donné lieu à des découvertes et qui soulève beaucoup de questionnements. Et donc, nous allons nous entretenir au niveau de l'encadrement juridique qui est requis. Et tout au cours de la présentation, nous, on reçoit à l'écran vos questions. Donc, on cherche à les intégrer quand on les voit apparaître dans les éléments d'information qu'on vous communique. Mais à la fin, on réserve une période, donc on vous encourage. Vous êtes nombreux à nous écrire. Certaines, comme je dis, on les intègre. Certains, on en parle à la toute fin, dans la mesure où on peut le faire. Et d'autres, évidemment, on répond à vos courriels. Et ça nous fait toujours plaisir de le faire. Sujet, évidemment, aux contraintes auxquelles nous-mêmes faisons face. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Geneviève à vous entretenir des programmes gouvernementaux et des mises à jour en la matière. Merci, Nicolas. Alors, tout d'abord, effectivement, les programmes gouvernementaux, une petite mise à jour. La semaine dernière, nous avons fait un survol de différents programmes, mais il y a depuis ce temps-là des informations que nous avons obtenues. Alors, nous voulons partager un certain nombre d'informations à cet égard-là. Tout d'abord, la subvention salariale d'urgence du Canada. Un retour sur la baisse de revenus de 30 % et plus. Alors, on savait qu'il y avait une baisse de revenus minimale qui devait avoir de 30 %, mais comment la calculer? Alors, on a eu les informations par la suite. Alors, cette baisse-là doit être calculée en comparant le mois en cause
versus le même mois, mais de l'année précédente. Alors, il y a 3 périodes d'admissibilité pour la subvention salariale. C'est sur une période de 3 mois, donc vous les voyez à l'écran. Par exemple, la première période qui est du 15 mars, parce que c'est rétroactif, au 11 avril 2020, on va devoir comparer vos revenus bruts de mars 2020 pour voir s'il y a une baisse de revenu minimal de 30 % avec mars 2019. Pour ce qui est du montant de la subvention, on a parlé beaucoup du 75 % du salaire. Donc, précisément à cet égard-là, donc on parle bien des 75 % des premiers 58 700 $ de salaire, ce qui équivaut à 847 par semaine par employé. Par contre, ça, cette formule-là, elle est bonne si vous versez la même rémunération à votre employé durant le programme de subvention salariale versus ce que vous versiez avant la crise. Si, par contre, le montant n'est pas le même de salaire, donc par exemple, il y a eu une baisse du nombre d'heures, une baisse de salaire, etc., à ce moment-là, vous devez vérifier le montant que vous allez obtenir via la formule que vous voyez à l'écran. Donc, ce ne sera pas nécessairement le 75 % de la rémunération. Chose importante à retenir, documenter, documenter, documenter. La subvention salariale, c'est une excellente nouvelle pour toutes les entreprises, mais on veut qu'elle demeure une excellente nouvelle. On ne veut pas que dans quelques semaines, quelques mois, il va y avoir des agents du gouvernement qui vont revérifier certains calculs, certaines demandes, etc. et que vous ne soyez pas en mesure de justifier votre demande. Alors, tout ce qui est réduction de vos revenus de 30 %, bien documenté, les rémunérations que vous allez verser à vos employés avant versus pendant la crise, bien tenir un registre à cet effet-là. Parce qu'il faut tenir compte du fait qu'on est dans une situation où le programme est en voie d'élaboration. Ayez bien à l'esprit, hein, Geneviève l'avait mentionné, la loi n'a pas encore été adoptée. Donc, pour éviter des surprises fâcheuses, soyez en mesure de pouvoir documenter parce qu'il y a un élément de cible mouvance. Exact. Donc, ensuite, l'autre élément de subvention salariale, on parle de rémunération admissible. On parle souvent du 75 % du salaire, mais sachez que ce n'est pas seulement le salaire qui va être pris en considération pour la subvention, mais différents traitements, autres rémunérations, etc. Donc, essentiellement, on va regarder les montants que l'employeur, normalement, devrait déduire ou faire des retenues sur ce qu'il va donner à l'employé pour les impôts. Donc, c'est plus large que simplement le salaire. Élément intéressant, cette subvention salariale-là va s'appliquer aussi aux nouveaux employés. Alors, si vous faites partie des entreprises qui présentement pouvez embaucher, ça ne sera pas seulement pour les employés que vous aviez pré-crise, mais également les nouvelles embauches. Pour ce qui est maintenant du maintien du salaire avant la crise, alors le fameux 25 %. Alors, ce qu'on sait actuellement, parce que comme disait Nicolas, c'est en mouvance tout ça, mais ce qu'on sait actuellement, ce sur quoi vous vous basez pour faire la demande, c'est que le gouvernement vous demande de faire tout en votre possible pour maintenir le salaire pré-crise. Maintenant, si c'est possible, tant mieux, payez-le, mais si vous ne pouvez pas le faire, à ce moment-là, c'est là, encore une fois, qu'il faut que vous documentiez bien la situation. Pourquoi vous ne pouvez pas payer le 25 % en cause? Alors, encore une fois, dans quelques semaines, mois, il y a déjà des gens qui pourront vous poser des questions. Oui, présentement, le gouvernement dit qu'il fera preuve de souplesse, mais comment cette souplesse-là va s'articuler dans le texte législatif et dans l'application par un agent du gouvernement, ça, c'est autre chose. Donc, protégez-vous pour l'instant, documentez la situation. Quand viendra le temps d'un débat plus tard, si vous faites l'objet d'une vérification, d'un audit, évidemment, vous pourrez dire, j'ai entendu le ministre, puis le premier ministre dit qu'il fera objet de souplesse, mais vous risquez d'avoir un juge qui dit, voici ce qui est écrit dans le règlement maintenant, et ce que le juge ou la juge va estimer qu'elle est tenue de mettre en application. Maintenant, le gouvernement avait parlé de bien faire attention aux abus. Donc, cette semaine, on parlait aussi de nouvelles infractions qui pourraient être créées, non seulement à l'égard des entreprises, mais également à l'égard des particuliers et des administrateurs d'entreprises. Alors, tout ce qui concerne des renseignements faux, trompeurs qu'on pourrait mettre dans une demande, la mauvaise administration de ces fonds-là. Donc, si vous demandez les fonds, évidemment, il faut
soit retourné aux employés par la suite. On pourrait faire l'objet d'amendes et on précise qu'il pourrait également avoir des peines d'emprisonnement qui soient associées à des infractions de la sorte. Oui, parce que, et d'où l'importance de documenter ce que vous avez et d'être en mesure surtout de pouvoir expliquer dans 6, 9, 12 mois s'il y a une vérification, les gestes que vous avez posés, pourquoi vous les avez posés. Puis ça peut être des choses aussi simples que des courriels que vous échangez entre vous qui vont faire en sorte qu'à ce moment-là, vous êtes capable d'expliquer pourquoi des... Parce que dans ces matières-là, malheureusement, d'un côté, on veut faciliter l'envoi de l'argent, donc des chèques, les envoyer le plus vite possible, mais plus tard, il y a des vérifications et malheureusement, il y a des gens qui y ont légitimement droit, mais parce qu'ils n'ont pas posé les gestes dans la séquence dans laquelle on leur demande de les poser, pourraient se voir adresser des réclamations par la suite. Maintenant, la loi habilitant pour ce programme-là n'a toujours pas été adoptée. On est définitivement à l'affût des développements à cet égard-là et on va vous en faire part dès qu'on aura des nouvelles. Maintenant, pour ce qui est d'un autre programme, la PCU, une autre abréviation populaire ces jours-ci, c'est le fameux 2000 $. Alors, lundi dernier, le gouvernement a mis en place son portail unique. Alors, les demandes vont être adressées soit au Service Canada ou l'Agence de revenus du Canada, mais ça se fait via ce portail-là. Alors, il y a certaines questions qui sont posées au départ. Par exemple, si vous êtes un salarié versus un travailleur autonome, et là, le site va vous rediriger aux bons endroits. L'attestation canadienne est d'une durée de 16 semaines. On y va par bloc de 4 semaines, et les 3 premiers blocs de 4 semaines correspondent aux périodes que je vous ai mentionnées tout à l'heure pour la subvention salariale, donc le gouvernement regroupe le tout. Pour ce qui est des critères d'admissibilité, contrairement à la subvention salariale, la PCU, elle a déjà sa loi qui s'appelle la loi sur la prestation canadienne d'urgence, en fait, qui prévoit les critères d'admissibilité. Alors, premier critère, c'est d'avoir cessé d'exercer son emploi ou un travail comme travailleur autonome, par exemple, pendant minimum 14 jours dans la période de 4 semaines à laquelle vous demandez le 2000 $. Et ce, pour des raisons liées à la COVID-19, qui est assez large. Jusque-là, ça va bien. Maintenant, dans la loi, on indique également que pour cette période de 14 jours consécutifs minimum, vous devez avoir une absence de revenus ou de travail provenant d'un emploi ou d'un travail pour votre compte. Encore une fois, jusqu'à là, ça va bien. Par contre, sur le site du gouvernement, là, il semble avoir certaines autres interprétations, c'est-à-dire qu'on introduit la notion de période initiale versus les périodes consécutives. On indique que pour la période initiale, effectivement, il faut cesser d'exercer son emploi et avoir une absence de revenus. Mais pour que les périodes subséquentes, là, on introduit une autre notion qui est celle de ne pas s'attendre à recevoir de revenus. Alors, à prime abord, dans la loi, on se dit, bien, dans les 16 autres jours que forme le mois en question, on pourrait possiblement travailler, avoir d'autres revenus. Mais sur le site web du gouvernement, on semble indiquer d'autres choses. Le gouvernement est alerté là, de cette incongruité et il a indiqué là, tout récemment qu'il devrait y avoir des modifications qui soient apportées pour clarifier la situation, pour savoir si on va pouvoir permettre à nos salariés de tout de même travailler un peu durant cette période de PCU, comme ils l'auraient pu le faire durant une période de prestation d'emploi. Et il s'agit là donc d'un exemple d'une situation qui est évolutive, des ajustements qui sont à apporter et du fait que dans certains cas, ça peut être des ajustements qui vont être rétroactifs, d'où l'importance de documenter, parce que si vous avez l'assurance emploi, vous avez la prestation canadienne d'urgence, vous avez une situation où parfois vous voudrez qu'un salarié travaille pendant cette période de mise à pied et là, comment réconcilier les deux prestations étatiques dont on vient de parler. Et vous avez aussi des situations, on l'a vu, où des salariés disent « je ne trouve pas ça intéressant économiquement de travailler quand j'ai droit à ces prestations-là » et comment vous devez à ce moment-là vous organiser. Ça, c'est des éléments qu'on va devoir aborder ensemble parce que nous sommes déjà, nous, à planifier le retour. Aujourd'hui, on a su que le décret d'urgence en vertu de la loi sur la santé publique a été extensionné jusqu'au 16 avril. C'était prévisible que ce soit arrivé. On s'attend certainement que ce soit extensionné ensuite pour 2 autres semaines. Mais nous avons déjà, nous, à notre égard, commencé à planifier et à envisager le retour aux activités. Oui, merci. Donc maintenant, une nouvelle abréviation à connaître, la PACME.
qui est arrivé lundi dernier. Donc, c'est un nouveau programme fait par le gouvernement du Québec. Ça s'appelle le Programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Très intéressant comme programme. Donc, il y a deux volets, volet entreprise puis le volet promoteur collectif. Promoteur collectif, là, on parle par exemple des regroupements de professionnels ou de travailleurs, par exemple. Alors, il y a des subventions substantielles, on va le voir tout de suite après, qui sont associées à ce programme-là. Pour avoir droit aux subventions, il faut avoir des activités qui sont admissibles. Pour les entreprises, il y a deux grandes catégories d'activités. On parle d'activités en gestion des ressources humaines et activités de formation. Vous les voyez à l'écran, c'en est certains exemples. Mais c'est très large. Quand on parle, par exemple, de diagnostic de la fonction ressources humaines, tout ce qui touche la rémunération, des relations de travail dans le communauté spécialisée, des politiques, etc. à revoir. Donc, un paquet d'éléments pour vos entreprises que vous pourriez revoir à l'occasion de ce programme-là en ayant des subventions substantielles. Nous-mêmes, nous offrons des services de formation et nous avons déjà été contactés par un nombre assez important de clients qui nous ont demandé de leur fournir des services de formation dans le cadre de ce programme-là et nous avons déjà entrepris la préparation de formations qui vont bénéficier de ces subventions que je viens voir. Donc, c'est ça exactement. Ces subventions-là, comme je vous disais, elles sont substantielles. On parle de 100%, de subventionner 100% des dépenses de 100 000 $ ou moins. Puis pour les entreprises qui vont avoir des dépenses entre 100 et 500 000, on parle de subventions de l'ordre de 50%. Les dépenses admissibles, concernant les activités qu'on vient de voir tout à l'heure, sont très larges encore une fois. Les honoraires des formateurs, des consultants, par exemple, vont être remboursés. Tout ce qui est la préparation aussi, la documentation des formations va être inclus. Même le salaire des salariés qui vont être formés pourra être inclus. Là, il y a certains maximums que vous voyez à l'écran, le 25 $ de l'heure. Et entre 25 et 100 % parce qu'on s'arrime avec le gouvernement fédéral. Si, par exemple, vous avez des subventions salariales de l'ordre de 75 % et le 25 % autre va être fourni par le gouvernement du Québec. Donc, différentes formations, que ce soit au travail en ligne ou à distance. Évidemment, en ligne ou à distance, c'est privilégié présentement. Les demandes, sachez qu'elles sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2020, les projets, mais aussi jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire qui est de 100 millions de $. Donc, comme Nicolas a dit, les entreprises ont déjà commencé à travailler sur les demandes. Faites vite parce que ça risque d'être bien avant le 30 septembre. Oui. N'hésitez nullement à communiquer avec nous. On a donc évidemment plusieurs plateformes, plusieurs sujets, plusieurs formats aussi par lesquels on offre cette formation qui, grâce à ce programme, devient donc sans frais pour vous. Parce que ces projets-là peuvent être quelques heures, mais peuvent être quelques jours, quelques semaines. Ça va être vraiment selon les besoins. Alors, on arrive maintenant à l'intervention policière, les infractions pénales. Vous vous rappelez, jusqu'à maintenant, on disait que la loi sur la santé publique, quand un agent de la paix, policier, constatait qu'il y avait une infraction, devait faire un rapport à la direction des poursuites pénales et qui allait ensuite décider plus tard s'il allait y avoir des poursuites. Alors ça a fait l'objet de plein de gens qui disaient, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, il faut que la police ait le pouvoir de contrainte plus fort que celui-là. Et ce qui est arrivé, c'est que la directrice des poursuites pénales et criminelles a donc accordé aux policiers de différents corps de police, à commencer avec le service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, un pouvoir d'émettre des constats d'infraction. C'est un pouvoir qui est prévu à l'article 147 du Code de procédure pénale. Je vous invite à considérer l'information qu'on partage avec vous et que vous voyez à l'écran, en ayant à l'esprit des éléments importants parce qu'on nous a rapporté, en fait, et on a été consultés concernant des situations qui sont survenues dans des entreprises. Par exemple, on a eu une situation où des policiers sont allés compter le nombre de véhicules chez une entreprise parce qu'ils considéraient que les activités qui y étaient menées n'étaient pas essentielles. Ayez à l'esprit ceci. Le gouvernement a déclaré un état d'urgence, mais le droit demeure en vigueur. Le Québec, le Canada demeurent des États de droit. On n'est pas dans un État où les policiers peuvent
décider à leur guise quelle sera la règle de droit ou quoi que ce soit. Au contraire, ils sont assujettis à toutes les règles de droit préexistantes. La seule chose qu'on a apportée ici, c'est qu'on leur permet d'émettre un constat d'infraction. Et à ce moment-là, bien évidemment, il y a un plaidoyer de culpabilité qui doit être enregistré ou non coupable. Vous avez 30 jours pour le faire. Si vous décidez de payer l'amende, bien, ça équivaut à un plaidoyer de culpabilité. Ce qu'il faut vous mettre en garde, c'est si vous faites rien. Si vous faites rien, bien, il y a un risque important, c'est que la directrice des poursuites pénales et criminelles décide qu'à ce moment-là, le procureur au dossier va simplement dire qu'on procède au procès et à votre condamnation parce que vous n'êtes pas là, sans autre forme d'avis. Crucial. Quand je dis que les règles de droit demeurent en vigueur, ça veut dire qu'un policier ne peut pas entrer dans un lieu qui n'est pas un lieu public, d'ailleurs, parce que s'il y a invitation publique, les policiers font partie du public, mais qui est, par exemple, votre bureau, vos bureaux ou les domiciles de vos employés, ne peut pas simplement entrer là. Pour entrer là, ils peuvent faire comme ils font d'usage, ils vont vous demander la permission. Et là, c'est à vous de décider si vous leur donnez la permission ou pas. Il ne peut pas tirer aucune conséquence du fait que vous ne lui donnez pas l'autorisation d'entrer dans vos locaux. Et s'il n'a pas votre consentement à entrer dans vos locaux, bien, à ce moment-là, il doit s'adresser à un juge de paix, ce qui est la procédure usuelle. Il n'y a rien de changé. Donc, le policier n'a pas de pouvoir accru en cette période. Et je rappelle un élément important qui est celui de garder le silence parce que c'est le cas. Vous allez pouvoir faire certaines affirmations, vouloir faire certaines affirmations et certains de vos employés pourraient décider d'en faire également et à ce moment-là, ça pourrait être retenu contre vous. Et ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit qu'au niveau de la preuve, ici, ce qu'il faut faire, la preuve, c'est hors de tout doute raisonnable, c'est des éléments matériels, c'est-à-dire des faits qui sont requis par l'infraction. Et ça, on appelle ça l'actus reus, bon nombre d'entre vous le savent déjà. Et à ce moment-là, on vous donne un exemple du genre d'éléments de preuve qu'il faut faire, mais notez qu'il n'y a pas nécessité dans ces types de poursuites de faire la preuve de l'intention coupable, donc la mens rea. Ce qui veut dire que vous avez à présenter une défense de diligence raisonnable. Et ça fait en sorte que vous devez documenter. Vous devez avoir des registres, vous devez avoir des courriels, vous devez avoir des notes, vous devez avoir des photos de ce que vous avez accompli au quotidien. Par exemple, si on venait vous reprocher que vous menez des activités qui ne sont pas essentielles, ce qui donnerait lieu à un constat d'infraction. Alors, importance de documenter votre dossier. Un mot maintenant sur les aspects de santé et sécurité. Je veux porter à votre attention que l'Institut national de la santé publique du Québec a émis plusieurs recommandations par secteur. Donc, il y a pour les secteurs des services essentiels. Alors, il y a 28 secteurs qu'on pense, des policiers, des agents de sécurité, les secteurs manufacturiers, transformation alimentaire, etc. Donc, sur le site, on a ces différents secteurs-là. Et pour chacun des secteurs, il y a un document qui est préparé par l'Institut pour toutes sortes de recommandations, qu'on pense des périodes de repas, de pause, qu'on pense à la transmission de documents, de la manutention de manufacture, les chaînes de production, donc une série de recommandations. Alors, je vous invite fortement à aller voir ces recommandations-là, adapter vos politiques et vos directives en conséquence, et évidemment les communiquer aux employés. Évidemment, il y aura des possibilités dans vos entreprises, il y a des demandes, des réclamations en matière de santé et sécurité parce qu'une personne dit avoir attrapé la COVID sur le lieu de travail, donc c'est possible. À ce moment-là, présentement, la CNSST demande un diagnostic par un médecin ou une infirmière avec le résultat du test en question. Alors, le salarié, le travailleur, devra démontrer qu'il y a un événement imprévu par le fait ou à l'occasion de son travail. Évidemment, ça concerne lui. Si par la suite, il y a d'autres personnes de son entourage qui ont été infectées, qui ne vont pas être indemnisées. Cette preuve-là, c'est par preuve prépondérante et le travailleur n'aura pas à démontrer exactement où il a été infecté dans l'entreprise, par qui, à quel moment, etc., mais simplement qu'il y a une preuve prépondérante qui, plus probablement, en fait, qu'il a attrapé le virus dans son milieu de travail plutôt qu'ailleurs. La jurisprudence nous montre différents exemples, H1N1, coqueluche, des choses comme ça, donc qui peuvent être tout à fait similaires au virus ici de la COVID. Maintenant, puisqu'on est, donc, plus on avance dans la crise, plus on arrive à un état pandémique et de risque de contamination communautaire,
plus ce fardeau-là sera par contre difficile à rencontrer pour le travailleur, évidemment, si la réclamation elle est contestée. Puis, il ne faut pas obliger toutes sortes de pathologies aussi qui pourraient arriver autres que la COVID. On change des fonctions des gens. Une personne, par exemple, doit maintenant manipuler des boîtes. Alors, il peut y avoir des lésions musculo-squelettiques, etc. Donc, faites attention à ce niveau-là également. Alors, le télétravail maintenant, l'encadrement juridique. Le télétravail, c'est un phénomène qu'on connaissait. Je faisais des causes concernant le télétravail il y a déjà plus de 20 ans de cela. En période de pandémie, en période de confinement, il y a des particularités additionnelles parce que là, on a toutes les forces de travail dans certaines entreprises qui sont en télétravail. Alors, premier questionnement qu'il faut avoir, c'est les heures supplémentaires. Je rappelle que les heures supplémentaires, elles doivent être autorisées dans la plupart des entreprises et ce rappel-là doit donc être fait aux salariés qui travaillent dans votre organisation. Et notez aussi que les contraintes de la loi, l'article 54 concernant la durée normale de travail et la semaine normale de travail qui donne lieu au temps supplémentaire, elles ne sont pas applicables quand un salarié travaille en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables. La difficulté, c'est évidemment avec la notion d'heures de travail incontrôlables parce que parfois, en raison du volume ou de la qualité ou de la vérification du travail qui peut être faite, les heures peuvent quand même demeurer contrôlables. Et à ce moment-là, il y a donc assujettissement au paiement du temps supplémentaire. Et donc, là, à ce moment-là, vous devez exercer votre droit de direction, par exemple, d'exiger qu'elle soit autorisée au préalable. En ce qui concerne les outils de travail, rappel de l'article 85.1, ils doivent être fournis gratuitement quand vous rendez cet équipement obligatoire pour les salariés qui sont payés au salaire minimum. Et dans aucune circonstance, quand vous le rendez obligatoire, ça ne doit avoir pour effet d'amener le salarié en bas du seuil du salaire minimum. Quelques éléments concernant la santé et sécurité. Nous rappelons que même en situation de santé et sécurité, même dans un contexte de télétravail, les règles relatives à la santé et sécurité continuent de s'appliquer. La question qui va souvent se poser, c'est quand la personne travaille à son domicile, est-ce qu'à ce moment-là, elle se trouve à un lieu de travail? Il y a une particularité dans la loi, c'est que l'établissement semble exclure la résidence de la notion d'établissement. Par contre, et on le voit là dans la prochaine diapositive, c'est que quand on arrive à la jurisprudence, on a considéré que le salarié qui travaille chez lui ou chez elle, à la demande de son employeur, est donc dans son lieu de travail. Et à ce moment-là, s'il y a une lésion professionnelle, s'il y a un accident de travail, une réclamation pourra s'en suivre. Je voulais juste terminer en attirant votre attention sur un autre élément. Je peux passer à la prochaine diapositive parce que réponse à vos questions, une question qui m'a été posée, que je vois réapparaître, en fait, semble-t-il qu'il y a des policiers qui vont aller dans le stationnement de l'entreprise et ils vont demander à de vos employés, parce que vos employés vous le rapportez, vous le rapportez à nous, c'est qu'est-ce que l'employé fait là dans le stationnement et est-ce qu'à ce moment-là, l'employé est tenu de répondre à ces questions ou pas. N'oublions pas qu'il y a une particularité ici. C'est que les policiers sont aussi là pour assurer la sécurité publique. Et ils peuvent certainement vérifier si, exemple, quelqu'un est dans un stationnement et qu'il y a plein de voitures, vérifier si ce n'est pas quelqu'un qui veut voler des biens, qui veut voler des voitures ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, de poser la question. Évidemment, l'employé peut simplement répondre à la question, dire, j'ai stationné ma voiture puis je m'en vais dans l'établissement là-bas. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas tenu de dire qu'est-ce qu'il s'en va faire dans l'établissement là-bas, parce que ça fait partie de l'élément du droit au silence. Et si on insiste davantage, il peut dire, écoutez, allez le demander au propriétaire de l'édifice qu'est-ce qu'il veut que je fasse là-bas. Et il se conforme à la loi en faisant ça. Ce qui est important, c'est qu'il rassure le policier qui n'est pas en train de commettre une infraction. Pas d'aller lui dire, je ne suis pas ici pour voler. Il peut simplement dire, j'ai stationné ma voiture, ce qui est rigoureusement exact, et j'entre dans l'édifice parce que je dois aller rencontrer des gens dans l'édifice. Et à ce moment-là, il se conforme à ses obligations. Une autre question qui nous est posée, la PCU, est-ce qu'il y a un délai de carence, une période de carence? La réponse est non. Par contre, il faut répondre aux critères d'admissibilité, comme je vous disais, durant la période de 4 semaines dans laquelle
va demander la prestation. Il doit avoir absence d'exercer son emploi et absence de revenus pour cette période-là. Alors, écoutez, les questions continuent à entrer. On voit que le temps manque. Le temps qui nous est alloué est maintenant passé. Nous vous remercions de votre attention. Nous invitons évidemment à communiquer avec nous. On vous présente, vous avez nos adresses courriel. Nous tenons à remercier évidemment toute l'équipe de BCF pour leur précieuse collaboration. Mélanie qui nous assiste et qui fait la présentation, mais tout le reste de l'équipe, à nos bureaux de Montréal, à nos bureaux de Québec, l'équipe technique et toutes les personnes qui rendent cette présentation possible. Et vos questions, comme vous le rappelle, elles sont fort nombreuses. On va y répondre et on va aussi s'en servir comme sujet pour des webinaires à venir. Et les webinaires se retrouvent sur le site web de BCF. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez revoir, ils sont diffusés là par la suite. Merci et bonne journée.